enregistrer sur cette. Voilà, c'est bon. Voilà, l'enregistrement, il est parti. Bon, ben, je vous remercie d'être là pour cette belle conférence que Sam va nous faire donc, sur l'autisme et l'harmonisation globale. Donc, je suis ravie qu'il puisse nous accorder ce petit temps pour nous parler de cette population, je vais dire ça comme ça, hein, avec ce profil un petit peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir en cabinet. Et moi, je suis vraiment contente parce que justement, en ce moment, j'ai une personne dans ce cadre-là. Donc, du coup, je vais pouvoir aussi me nourrir de l'expérience de Sam. Alors, bon, tout le monde me connaît, mais comme on est en replay aussi, je vais juste me présenter rapidement. Donc, bah voilà, je suis Géraldine Leju, donc je suis formatrice en harmonisation globale. Et donc, j'ai un centre de formation qui s'appelle INSEM, où on forme en hypnose, en PNL et en plein de méthodes différentes. Et voilà, j'avais à cœur d'accueillir Sam aujourd'hui pour qu'il nous parle de sa pratique en harmonisation globale et plus spécifiquement sur le thème de l'autisme. Donc, Sam, si tu veux bien, ben, je vais te laisser la parole hein, pour que tu puisses te présenter. Et puis après, donc, je te poserai quelques questions. Et si vous aussi, en cours de route, vous avez des questions à poser à Sam, n'hésitez pas. Rallumez vos micros et puis posez vos questions parce que l'idée, c'est vraiment qu'on soit dans un échange, hein, dans du partage. Et j'aime bien que les conférences soient interactives. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole si besoin. Voilà, bah Sam, si tu veux bien te présenter. Merci Géraldine. Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là et puis je remercie Géraldine de m'avoir permis de proposer cet échange en plus à l'heure du midi. Donc merci. Ouais, Merci beaucoup. Puis je vois que ça arrange quelques personnes, ouais. donc c'est bien. Je m'appelle Sam Rogero, je suis praticien certifié en armo. Je suis naturopathe de formation et puis je suis aussi formée à d'autres outils, notamment le FT, le coaching systémique, l'hypnose ericksonienne, le tarot intuitif. J'ai dû en oublier, mais c'est Ouais, l'essentiel. Je suis également moi-même une personne autiste. C'est pour ça que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, j'ai choisi de m'adresser plus spécifiquement aux personnes neuroatypiques dans ma pratique parce que voilà, ça correspond à mon parcours de vie aussi et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, notamment parce que dans mon parcours, j'ai eu beaucoup d'expérience avec des professionnels de santé, des thérapeutes holistiques, enfin voilà, toutes sortes d'accompagnants. Et je me suis rendu compte que bien souvent, l'accompagnement n'était pas forcément adapté à mes besoins. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai vraiment à cœur de proposer un accompagnement adapté à ce public. oh non, Voilà. c'est vraiment super en tous les cas parce que c'est vrai que voilà, il faut quand même une bonne connaissance aussi de l'autisme pour pouvoir accompagner, comme tu dis. Et c'est pour ça que ton expertise, elle va nous être précieuse aujourd'hui. Donc vraiment, encore une fois, merci. Et donc du coup, ça fait combien de temps alors que tu fais de l'accompagnement alors, Sam? Alors, je pense que ça fait 4 ans en tout que je fais de l'accompagnement. Ouais. Euh, Avant de me former à l'ARMO, je faisais essentiellement du coaching. D'accord. Et dès le début de tes accompagnements, donc tu t'es centré sur cette population. Non. Alors, non, pas exactement. Au début, je me suis centrée sur les parents d'enfants neuroatypiques. D'accord. Et puis, en fait, j'ai eu envie d'évoluer vers l'accompagnement des personnes neuroatypiques elles-mêmes D'accord. directement. Ouais, c'est bien. Alors du coup, Sam, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'autisme? Ok, ok. Alors, je vais vous donner un peu ma façon de le percevoir, parce que forcément, selon les personnes, ça peut varier. Bon, pour moi, l'autisme, c'est d'abord une différence de fonctionnement neurologique. Donc, j'insiste bien sur le mot neurologique, parce que ça n'a rien de psychologique, comme on peut le croire parfois. Selon les dernières estimations, ça touche une personne sur 36. Donc, c'est quand même une grosse partie de la population.
Ça Ah, ne veut pas dire qu'une personne sur 36 est diagnostiquée, mais ça veut dire qu'on estime, en extrapolant, qu'une personne sur 36 est concernée par l'autisme, qu'elle le sache ou non. En fait, dans l'autisme, ce qui se passe, c'est que le cerveau ne filtre pas l'information de la même manière que chez les personnes qu'on dit neurotypiques. Je vais utiliser ce mot souvent, neurotypiques, les personnes qui sont pas autistes, voilà. d'accord, Euh, donc en fait, comme l'information n'est pas filtrée de la même manière, c'est comme si ça faisait rapidement des bouchons, en fait, des embouteillages. Euh, et donc, ça crée des perturbations. Donc, par exemple, sur le plan sensoriel, souvent, il y a des surcharges d'informations sensorielles. Donc, il y a beaucoup d'hypersensibilité dans l'autisme, aussi d'hyposensibilité. Ça peut arriver aussi. Euh, cette différence de traitement de l'information, elle crée beaucoup de fatigue cognitive aussi, euh, un besoin de contrôler l'environnement, parce que justement, il y a tellement de perturbations tout le temps que bah, ce qu'on peut sécuriser, on a besoin que ça soit sécurisé parce que ça simplifie le travail du cerveau. Il y a aussi une grosse difficulté à se reposer, hein, à déconnecter mentalement. Et ce qui est le plus connu, c'est les difficultés sociales, mais qui sont en fait liées à toute cette manière de traiter l'information. d'accord, Euh, et donc, en fait, ce qui fait vraiment l'autisme et ce qui fait vraiment le trouble autistique, parce qu'on parle de trouble quand même, un trouble du spectre autistique, c'est cette réaction du cerveau à certains déclencheurs. Alors, je vais donner des exemples de déclencheurs. Alors, on a tous les déclencheurs qui sont liés au sens. Donc, ça peut être les bruits, les odeurs, le toucher, des sensations internes aussi, par exemple, avoir chaud, avoir froid, avoir faim, peut être des sensations comme ça, des douleurs également. On a aussi des déclencheurs sur le plan social, parce qu'en fait, sur le plan social, il n'y a pas vraiment d'automatisation comme chez les neurotypiques, ce qui fait que c'est très fatigant en fait, parce qu'il faut tout mentaliser tout le temps. Donc, on y arrive, mais ça demande énormément d'efforts. Et donc, quand on est trop surchargé, et qu'on a trop d'informations à traiter, ben, on peut perdre ces compétences-là et ne plus réussir à interagir, parfois même plus réussir à parler dans certaines situations. Donc, c'est vraiment lié à cette difficulté à gérer toutes ces informations en même temps. Ça fait trop. Dans le social aussi, par exemple, quand on est autiste, on a beaucoup de mal à lire les émotions sur les visages, à lire le non-verbal. On entend les mots, mais tout ce qui n'est pas, tout ce qui est autre, en fait, tout ce qui passe dans la communication et qui est implicite ou qui est, euh, ouais, les gestes, les expressions, tout ça, c'est difficile à décrypter. En fait, on décrypte, mais en mentalisant, quoi. d'accord. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a des traitements qui peuvent aider justement à abaisser un petit peu tout ce seuil de difficulté pour permettre une meilleure adaptation au monde? Non. Non? Non, en fait, les traitements qui existent, ils vont permettre de diminuer le stress, ils peuvent permettre de diminuer tout ce qui est comorbidité, tout ce qui peut être associé à l'autisme. Mais le fonctionnement du cerveau, il est tel tout ce qu'on peut faire, c'est limiter au maximum les déclencheurs. Parce D'accord. que il y a un effet cumulatif. Donc, plus on a une vie qui correspond à nos besoins et qui nous permet justement de limiter ces déclencheurs, plus on va pouvoir occasionnellement gérer les déclencheurs qu'on a choisis, en fait, qui servent nos projets, nos objectifs, qui correspondent à ce qu'on veut créer dans notre vie. Mais par contre, quand on est dans une vie où on subit énormément de déclencheurs. Voilà, il y a beaucoup de personnes autistes, par exemple, qui ont un travail qui ne leur convient pas et qui, à côté, bah, n'ont pas de vie parce qu'il n'y a plus du tout de ressources pour faire autre chose. Donc, plus de ressources pour les loisirs, pour les amis, pour les proches, pour la famille, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de limiter au maximum tous ces déclencheurs
pour que le cerveau soit le plus apaisé possible et qu'il arrive mieux à gérer les déclencheurs quand c'est vraiment nécessaire. D'accord. Donc ça, c'est la stratégie que toi, tu utilises justement Ouais, à supprimer un maximum de sollicitations extérieures pour c'est que ça, tu puisses t'adapter au mieux aux situations et aux personnes, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Mm. En fait, c'est ouais, voilà, c'est le travail à faire. C'est vraiment un travail d'adaptation de sa vie à ses possibilités, aux possibilités du cerveau, aux besoins du cerveau. Euh, Parce qu'en fait, dans l'autisme, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas du tout d'effet d'habituation. Ah, d'accord. Donc, plus on s'expose à un déclencheur, au contraire, plus ça devient compliqué, plus ça devient difficile, plus le stress augmente rapidement dans le corps. Il y a vraiment des réactions du système nerveux sympathique qui se déclenchent. Et plus on est exposé, plus ces réactions vont être violentes. C'est un peu à l'opposé de ce qui se passe chez les neurotypiques. Oui, parce que nous, enfin, je vais parler comme ça, hein, excuse-moi, sans vouloir faire de... Oui. Mais parce que nous, on dit tout le temps hein, que le cerveau, il apprend par l'habitude, hein, par la Mm. répétition. C'est comme ça qu'on encode l'information et qu'on peut s'adapter. Alors que, si je comprends bien, dans ton monde à toi, c'est au contraire, c'est pas la bonne stratégie, en fait. Non, c'est pas la bonne stratégie. Mm. Non, non. C'est au contraire, c'est tout l'inverse. Ouais, donc du C'est coup, tout l'inverse. les prises en charge, donc du coup, obligatoirement, elles sont différentes, hein. Et donc, Mm. du coup, c'est pour ça que tu, comme toi-même aussi, tu es, dans dans cet univers-là. Du coup, c'est ça qui t'a amené à accompagner ces personnes spécifiques. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment des expériences que j'ai eues tu vois, avec des personnes qui voulaient bien faire, hein, tu vois, je peux te donner un exemple comme ça. Par exemple, il y a quelques années, je suis allée voir une réflexologue faire une séance de réflexologie plantaire. Et en fait, l'environnement était super bruyant. Euh, Elle me parlait tout le temps pendant la séance. Enfin, le but, c'était de me détendre, tu vois. Ah Elle bon? arrêtait pas de me parler. C'était vraiment très compliqué, quoi. Et je suis sortie de là, je me suis dit, mais vraiment, il y a un truc à faire, quoi. Il y a vraiment un besoin de proposer des choses qui soient adaptées. Mm. Parce que, il y avait aucune malveillance de sa part, hein, mais Bien sûr. Mm. Après, c'est vrai c'est, que quand on ne connaît pas tout ça, tu vois, moi déjà, là, j'ai appris énormément de choses, déjà d'entrée de jeu. Et c'est vrai que si on n'a pas ces éléments-là, et qu'on propose une prise en charge comme on a l'habitude de faire, ouais, je comprends qu'effectivement, ça peut pas aller, quoi. ouais, Mm. ouais. Dans, dans les déclencheurs aussi, donc je reviens juste dessus pour que ce soit un petit peu complet. J'ai parlé de ce qui était sensoriel et de ce qui était social. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec la rigidité cognitive. Comme le cerveau autiste, il a énormément d'informations à traiter en plus. Il a besoin voilà, de structure, de stabilité. Et donc, il y a des choses qui sont qui sont aussi des déclencheurs, comme par exemple enfin, tout ce qui est en lien avec l'injustice, ça peut faire partie des déclencheurs, ou alors ce qui est erreur. Par exemple, une personne autiste peut avoir du mal à constater des erreurs et à ne pas réagir, ce genre de choses. Il peut avoir un besoin de corriger l'erreur parce que pour remettre un peu de l'ordre, quoi. D'accord, Retrouver de la stabilité. d'accord. Et dans cette catégorie-là, il y a aussi tout ce qui est imprévu. C'est extrêmement difficile de gérer les imprévus. Parce que ça demande une capacité cognitive d'adaptation, une Mm. flexibilité cognitive. Et ça, c'est aussi une fonction qui est difficile à mobiliser. Et donc, quand on a une vie dans laquelle on est exposé régulièrement à des déclencheurs comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on finit par faire ce qu'on appelle des crises autistiques. Donc peut-être que ça vous parle, hein, les crises autistiques. On connaît, je pense, les crises où enfin, un peu le stéréotype de la crise, on voit la personne se taper la tête contre les murs, se frapper, etc. Mais souvent, les crises autistiques, elles sont pas aussi spectaculaires et elles sont plutôt internalisées
en fait. Donc, ça va être un effondrement intérieur et puis une incapacité à fonctionner. D'accord. Par exemple, ça peut aller de juste plus pouvoir communiquer à ne plus pouvoir même voir, quoi, tu vois, enfin, Ouais. rien, ne plus réussir à fonctionner du tout. Et quand c'est comme ça, le seul moyen de revenir à un état normal et de pouvoir fonctionner à nouveau, c'est d'attendre et de permettre d'être le moins sollicité possible, d'avoir le moins d'informations à traiter pendant un laps de temps suffisant pour retrouver son fonctionnement habituel. D'accord. Donc, du coup, ça t'oblige à te mettre dans, si je comprends bien, à te créer une bulle dans Oui, laquelle tu t'isoles et puis et t'attends en fait que ton système nerveux il revienne à c'est la ça, normale. c'est Mm. ça. C'est Mm. ça. Après, on peut aider parfois avec des techniques, tu vois, ça dépend de chaque personne, hein. Il peut y avoir des choses qui aident, mais il va quand même falloir un certain temps pour récupérer. D'accord. Et à terme, quand on a trop souvent des crises comme ça, on peut faire ce qu'on appelle un burn-out autistique, qui est différent du burn-out classique, et qui est lié à la surstimulation, à la surcharge d'informations, et qui, voilà, c'est la même chose que pour le burn-out, c'est épuisement total, incapacité à fonctionner, pouvoir se lever, voilà. C'est pas forcément accompagné d'un état dépressif, mais ça peut l'être. Mm. Donc j'imagine que du coup, tu as mis en place des stratégies d'évitement alors pour Mhm. voilà, tu t'es créé un propre fonctionnement pour pouvoir interagir dans la vie de tout le monde en sécurité pour toi, quoi. C'est ça. En fait, ça oblige à vraiment faire des choix assez drastiques et donc à savoir ce qu'on veut aussi, Et oui. parce qu'on est obligé d'être très sélectif sur les activités, sur les relations, sur les interactions. Mhm. Voilà, donc je trouve que c'est positif parce que ça permet justement d'apprendre à se connaître et à savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. On peut pas se permettre de, comment dire, Papillonner à de droite à gauche. papillonner, voilà. Oui, c'est vrai que d'un autre côté, oui, comme tu dis, ça oblige à aller vers l'essentiel, en fait, hein, ce qui est important. Et alors, du coup, si on boucle avec l'harmonisation globale, euh, en quoi elle peut être particulièrement bénéfique donc, pour les personnes autistes? Alors, pour moi, ce qui est intéressant avec l'harmonisation globale, c'est notamment que pour travailler avec la personne, on n'a pas forcément besoin de parler pendant des heures. Voilà, ça peut être très succinct, l'échange verbal. Donc ça va limiter la fatigue sociale pour la personne. Pas besoin de réfléchir non plus parce qu'elle a qu'à voilà, sur nos instructions pendant la séance et il n'y a pas besoin de tout mentaliser. Voilà, on lui indique vraiment quoi faire étape par étape. Ça, c'est vraiment confortable pour les personnes autistes. Alors, il y a aussi des inconvénients, mais j'en parlerai un peu plus tard, hein. D'accord. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que, alors, ça ne concerne pas toutes les personnes autistes, mais certaines d'entre elles ont ce qu'on appelle l'alexithymie. C'est en fait ne pas être capable d'identifier ce qu'on ressent et de le verbaliser. Donc ça peut être juste, je sens l'émotion, mais je ne suis pas capable de dire si c'est de la tristesse, de la colère, etc. Ou ça peut être vraiment, je suis pas capable de dire ce que je ressens tout court, quoi. Même, voilà, je peux pas nous dire j'ai mal au ventre. Voilà, il y a des personnes qui sont vraiment très coupées de leur ressenti. Et ce qui est chouette avec l'art-mot, c'est qu'on n'a pas besoin que ce soit la personne qui aille mettre un mot forcément sur les émotions. Avec les tests, on arrive très bien à identifier, voilà, quand on est dans la sphère émotionnelle, on identifie ça très bien, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment aidant. Ensuite, il y a aussi le côté protocole qui est facile à suivre et qui est rassurant pour la personne. Alors, ça peut être quand même difficile pendant la première séance parce que c'est nouveau, mais assez vite, pour la personne, c'est simple parce que c'est toujours le même schéma et elle sait où on en est, où on va, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment positif aussi. Et puis, alors ça, c'est vrai pour tout le monde, hein, pas seulement pour les personnes autistes, mais le fait qu'on se concentre vraiment sur les difficultés de la personne, sur sa demande, en fait,
tu vois, et pas sur l'étiquette qu'on lui a posée. Ça c'est vraiment chouette. Mm. Et Mm. ça change D'autres, d'autres accompagnements. bien sûr. Mm. Est-ce qu'il y a des blocages ou des problématiques récurrentes que tu observes chez les personnes autistes là que tu accompagnes? Oui, alors déjà, bon, c'est normal, il y a beaucoup de fatigue. Ça, c'est une chose qui est très commune. Il y a toutes les comorbidités qui sont liées à l'autisme, enfin, qui sont liées au stress, hein, finalement. Tout ce qui est troubles digestifs, les problèmes de peau, les insomnies. Donc, il y a tout ça qui revient beaucoup. Ensuite, sur le plan émotionnel, on a soit l'alexithymie dont je parlais avant, soit au contraire une hypersensibilité émotionnelle. Ça dépend des personnes. Sachant que l'un n'exclut pas l'autre, hein, parce qu'on peut très bien être hypersensible et pas réussir à nommer et à exprimer ce qu'on ressent. Euh, une demande qui revient souvent aussi, c'est bah, je suis paralysée dans certaines situations sociales, je suis complètement bloquée et je n'arrive pas à parler. Ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, il y a beaucoup aussi alors, c'est pas forcément la demande de la personne, mais ça vient dans la séance. C'est toutes les questions liées aux abus, au harcèlement, à des relations toxiques, parce que les personnes autistes ont ce qu'on pourrait appeler une forme de naïveté sociale qui fait que voilà, on peut très vite tomber entre les mains de personnes mal intentionnées. Mm. Et donc, par exemple, il y a plus d'abus sexuels chez les personnes autistes que dans le reste de la population. Donc ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. Ah oui, bah, je savais pas ça, tu vois. Mm. Mm. Et de façon générale, les demandes qui reviennent beaucoup aussi, c'est ben, apprendre à dire non, à poser ses limites, à faire respecter ses besoins. Mm. Ouais. Ben, la petite jeune que j'accompagne justement, voilà, qui a des troubles autistiques, c'est justement sa problématique de ne pas réussir à poser ses limites. Et du coup, alors, dans tes consultations, Sam, quel cadre tu mets en place pour que justement la personne que tu accueilles, elle soit suffisamment confort et sécure? Alors ça dépend parce que je travaille à la fois en présentiel et en distanciel. Oui. Donc en présentiel, déjà souvent les personnes, elles ont besoin d'avoir un temps pour se poser avant la consultation et un temps après la consultation parce elles ont dû faire un trajet, c'était pas forcément simple pour elles et elles ont besoin voilà, de redescendre, de se préparer à la consultation. Donc souvent, je les laisse, enfin, je sais qu'elles vont probablement arriver un peu en avance et que je vais les laisser un peu tranquilles avant de commencer. Donc il y a déjà ça, et elles le savent à l'avance que c'est possible. Je mets à leur disposition pas mal d'objets aussi. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle des fidget toys, des choses, par exemple, ça, mais il y en a plein d'autres. Ah oui. Voilà, des choses Pour comme ça peut les aider, voilà, à se limiter le réguler. stress. Ouais. Ouais, Un peu comme à les se- petites boules qu'on presse là quand on est stressé. ouais, c'est ça. D'accord. Après, souvent, elles ont leurs propres objets avec elles, mais au cas où. Je leur demande en amont ce qu'elles boivent aussi, parce que souvent il y a des particularités au niveau sensoriel qui font que bah, certaines personnes ne boivent que de l'eau, certaines personnes ne boivent que du thé, etc. Donc je leur demande parce que ça peut être important pour elles d'avoir la boisson qui va leur convenir en arrivant, pour se sentir bien. De la même manière, avant leur départ, elles savent qu'elles peuvent rester un petit peu à la maison avant de sortir et de faire le trajet dans le sens contraire. Ouais. Ensuite, mes sièges ne sont pas installés en face à face parce que pour certaines personnes autistes, c'est compliqué de regarder dans les yeux. Donc, j'évite d'être face à elles, mais on est toujours un peu en décalé. D'accord. J'ai aussi une table de massage. Donc je leur dis que si elles veulent, c'est possible de s'allonger, parce que pour certaines personnes, c'est plus confortable d'être allongées. Elles se déplient plus facilement. Voilà. Elles vivent mieux la séance en étant allongées. D'autres, pas du tout, hein, mais c'est vraiment à elles de voir. Et ensuite, alors
ma pièce, elle est quand même côté rue, donc je ne suis pas complètement en contrôle du bruit, mais je fais au moins en sorte que dans la maison, ça soit calme. Euh, et puis, je fais attention aussi à bien aérer parce que j'utilise pas mal d'encens, des choses comme ça. Donc, j'aère bien avant les consultations pour pas qu'il y ait une odeur forte dans la pièce. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui permettent d'avoir un certain confort sensoriel. Je leur demande aussi si c'est OK pour elles d'avoir un contact physique ou pas. Oui. Et si elles me disent non, bah, c'est autotest ou pendule, hein. Parfois, je travaille aussi avec le pendule quand c'est pas possible de faire autrement. Parce que voilà, souvent le contact physique, c'est compliqué. Ouais, d'accord. Ouais, c'est précieux, hein, tout ce cadre bien spécifique hein, qu'il faut mettre en place. Hein. Oui. Et Mm. alors, je leur demande aussi, avant de commencer vraiment la séance, voilà, si tout est OK, s'il n'y a rien à changer, rien qui les dérange, voilà, je leur dis que à tout moment, c'est possible de faire une pause. Enfin, en fait, souvent, les personnes autistes, elles ont quand même été habituées à s'adapter, entre guillemets, même si, voilà, c'est pas très bénéfique pour pour leur état. Mais souvent, c'est difficile d'exprimer ses besoins spontanément. Donc, pour moi, c'est vraiment au thérapeute de proposer, de demander si tout va bien, s'il y a des besoins, voilà, d'être proactif Ouais, du coup, tu anticipes. et d'anticiper. Ouais, c'est important. Et puis après, sur les conseils pour le présentiel et la distance, donc j'en ai parlé de la boisson, mais je leur demande quand elles sont chez elles aussi de prévoir une boisson parce que enfin, vraiment toutes, je sais pas si c'est pareil pour les personnes qui sont pas autistes, mais en tout cas pour les personnes autistes, tout le temps elles sont assoiffées quand elles répètent les phrases. Je leur demande aussi d'avoir de quoi écrire et quand elles sont en présentiel avec moi, je leur donne de quoi écrire parce que il y a aussi souvent des petits problèmes de concentration qui sont associés parce qu'il y a trop d'infos, donc c'est un peu normal. Et donc parfois les phrases, il y a besoin de les noter, hein. Oui. Il y a besoin de les noter. Parfois aussi, c'est trop compliqué de répéter. Donc, ce que je fais, c'est que je fais écrire la phrase sur un morceau de papier que la personne pose contre sa peau. Et je lui demande d'être attentive à ses sensations pendant que le papier est posé contre sa peau. Et donc, ça évite de répéter parce que enfin, pour certaines personnes, c'est vraiment pas possible de répéter. Et du coup, tu testes si le travail il est terminé, juste en test alors. Ouais. Si la personne n'a pas accès donc à ses sensations, tu n'as pas d'autre choix en fait que d'utiliser le test de réponse musculaire pour vérifier l'avancée du travail. Alors, pour moi, c'est deux choses différentes parce qu'avec le papier, il y a aussi des sensations. Si la personne a des sensations en répétant, elle aura des sensations avec le papier. D'accord. Par contre, pour les personnes qui, que ce soit en répétant ou avec le papier, n'ont pas de sensations, là, c'est sûr que je peux me fier qu'au test. Mm. Mm. Donc pour toi, c'est précieux en fait le test de réponse musculaire Ouais, dans tes ah oui, accompagnements. c'est indispensable. Ah oui. C'est indispensable. Après, toujours sur la séance, pendant les répétitions aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de marcher pendant qu'elles répètent ou de faire des gestes. Voilà, donc elles savent qu'elles sont libres voilà, elles sont pas obligées de rester immobiles sur leur chaise, quoi. Et ça peut être vraiment compliqué. Et puis de faire des pauses si nécessaire, de boire autant que nécessaire. Enfin voilà, c'est important pour moi quoi, de leur donner toute la liberté de faire ce qui est nécessaire pour être bien et pour que ça se passe au mieux pour elles. Comme ça, tu supprimes toutes les possibilités, toutes les charges de stress, quoi. Tout ce C'est qui ça, est inutile, tu bordes tout ça en amont. c'est ça, c'est ça. Et puis autre chose qui est important aussi pour moi dans la communication avec la personne, c'est d'essayer dans la mesure du possible, hein, parce que c'est pas évident, d'éviter les implicites et puis de communiquer enfin, clairement, forcément, et en posant des questions plus fermées si possible. Par exemple, parfois, quand j'ai une personne qui vient avec trois, quatre sujets différents,
je vais pas demander sur quel sujet tu veux travailler parce elle va bugger. Donc, Ouais. je lui dis, ben, est-ce que tu veux commencer par tel sujet? Oui, non. Est-ce que tu veux commencer par tel sujet? Oui, non. Voilà. Mm. Et du C'est coup, un exemple, hein, mais ouais, non, ben c'est bien de nous donner des exemples justement, hein. Et est-ce que tu peux nous partager donc un petit exemple de séance que tu as fait en harmonisation globale? alors oui, j'ai un exemple d'une personne, une femme qui était venue en présentiel. Alors, ça m'a marqué parce que elle m'a averti une demi-heure avant d'arriver en me disant, bah, en fait, je suis partie en vitesse de chez moi, j'ai pas eu le temps euh, de faire tout ce qu'il fallait avant de partir, mais je voulais pas rater la séance et j'ai pas eu le temps de me brosser les dents. Donc, est-ce que je peux me brosser les dents en arrivant? J'ai pas eu le temps de boire mon thé, voilà. Donc, je lui ai dit, bah voilà, enfin, évidemment, c'est possible. Donc, il lui a fallu un temps, quand elle est arrivée, assez long. Heureusement que j'avais prévu de la marge, hein, pour se brosser les dents, boire un thé, puis se préparer à la séance. Et, euh, et alors, la séance s'est super bien passée. Elle a eu besoin d'une pause assez longue au milieu de la séance aussi. On est allé voir mon chat, on a parlé d'autres choses. Enfin voilà, elle avait besoin de, et en fait, elle avait sa difficulté, c'était elle avait vécu des abus sexuels. Et quand elle était en contact avec ses amis, pas elle, mais ses amis hommes, elle devenait agressive et elle pouvait pas contrôler ses réactions. Donc, elle avait tendance à les frapper ou à les insulter. Enfin, voilà, au moindre geste ou regard hein, qui pouvait lui sembler un peu déplacé, même s'il n'y avait pas d'intention malveillante, elle avait une réaction très forte. Et donc, on travaille là-dessus. On a trouvé, on était dans le spirituel. En fait, avec les personnes autistes, on est beaucoup dans le spirituel, dans les origines. Mais vraiment, la grosse majorité des origines, c'est spirituel. Du karmique, du transgénérationnel. Ce qui revient beaucoup aussi, c'est âme hybride. Comment t'expliques ça, Sam? Ça, je sais pas. D'accord. Je j'ai pas d'explication. Enfin, j'ai déjà lu des choses, hein, mais je saurais pas dire si je suis d'accord ou pas, quoi. Je j'ai pas vraiment d'avis. Mais je constate en tout cas qu'on est vraiment dans le spirituel. Ou alors parfois dans le physique, et dans le physique, on tombe sur le système nerveux. Mais en général, on est là-dessus. Et donc là, voilà, on était dans le transgénérationnel avec elle. Et voilà, la séance s'est passée. Elle était quand même remuée. Donc, à la fin, elle est restée aussi un moment avant de repartir. Et quelques temps après, elle m'a dit, ah bah c'est super. J'ai vu des amis là, un événement, un anniversaire, quelque chose. Et j'ai réussi à me contenir. J'ai même pu faire un câlin à l'un d'entre eux. Enfin, elle était super contente, quoi. Oh, c'est chouette. Ouais, c'est Elles durent chouette. combien de temps tes séances? Alors, mes séances, normalement, durent 1 heure, mais si besoin, je les raccourcis. Oui. Ça arrive hein, qu'on fasse des séances d'une demi-heure enfin, qu'on fasse la séance en 2 fois, en quelque sorte. Mhm. Mhm. Et c'est quoi les retours les plus fréquents des personnes autistes que tu as accompagnées avec l'ARMO? Alors, les retours les plus fréquents, c'est ben, déjà plus j'allais dire, zénitude, de l'apaisement. Voilà, plus zen au quotidien. Parfois, il n'y a pas de changement, en tout cas tout de suite, sur ce qui a été travaillé, sur la demande initiale, mais il y a quand même un apaisement. Donc, les personnes voient la différence. Et puis aussi, c'est beaucoup au niveau de l'autorisation qu'on se donne à poser ses limites, à s'écouter, à se respecter. On est beaucoup là-dessus aussi. Voilà. Le rapport à soi et le positionnement qui change par rapport à l'extérieur, en fait. Mhm. Voilà. Et puis, bon, il y a beaucoup de travail quand même sur les traumas. Ah oui. Mhm. Et avec, bah, je m'étais formée avec toi. Mhm.
Du coup, sur voilà, utilise- l'armo appliqué au trauma. Donc ça, j'utilise beaucoup ce qu'on a vu ensemble. Et les personnes sont vraiment contentes de ne pas avoir besoin de revivre l'intensité émotionnelle du trauma pour aller mieux, quoi. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi. c'est important, hein. C'est vrai que c'est important. C'est important et c'est vrai que dans beaucoup de thérapies, on est replongé dans dans le trauma, quoi. Donc, en fait, les personnes autistes, elles ont vraiment besoin d'une grande douceur, quoi. C'est pas des personnes qui ont besoin qu'on les secoue. Mm. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu as pu remarquer des effets spécifiques ou totalement inattendus de l'harmonisation globale? Alors, des effets directement, non. Mais par contre, c'est plutôt dans le processus où j'ai vu des choses qui ont été surprenantes pour moi. Par exemple, certaines personnes, enfin, je pense à un monsieur notamment, mais il n'est pas le seul du tout, qui était vraiment énormément dans la mentalisation de la séance. Donc, il notait tout ce qu'on travaillait et après, il y réfléchissait chez lui et il m'en reparlait. Et en fait, moi, bon, je les laissé faire, mais je me disais, bah, peut-être que ça va un peu nuire à l'efficacité du travail qu'on fait. Et puis tout, quoi. C'était vraiment son mode de fonctionnement et sa manière d'intégrer. Mm. Et ça, je trouve que c'est assez particulier quand même. Ouais, oui, ouais, oui. Mm. Et, euh, et est-ce que tu as pu, au cours de tes différentes pratiques, là, est-ce que tu as pu observer que dans certaines situations, l'harmonisation globale, elle n'était pas adaptée, en fait? Alors oui, oui. Alors notamment pour les personnes euh, qui ne, enfin, que je peux pas recevoir en présentiel parce qu'elles sont trop loin de chez moi, hein. Je suis dans les Flandres, à Bailleul, en fait. Donc, pour les personnes qui me contactent pour du distanciel, en fait, j'en ai eu une notamment là, il y a pas très longtemps, qui m'a dit, bah, en fait, c'est pas possible, quoi. On a fait une séance, hein, mais la visio, c'est trop compliqué. Téléphone, ça serait trop compliqué aussi. Voilà, c'est trop difficile. Donc pour ces personnes-là, malheureusement, travailler avec l'ARMO, c'est compliqué, quoi. Mm. Et c'est quasiment impossible. Les personnes qui ont besoin d'avoir des soins en différé, en quelque sorte, quoi, sans interaction directe. Mm. Mm. Et du coup, la prochaine question qu'en découle, là, donc du coup, c'est quoi les défis que tu rencontres là en tant que praticien pour accompagner ces personnes? Alors les défis. Premier défi, c'est la première séance, qui est parfois un peu éprouvante. Parce que beaucoup de personnes ont besoin d'avoir beaucoup d'informations, de tout comprendre, de me poser des questions à moi aussi pour avoir confiance. Voilà. Donc parfois, la séance, c'est que des questions. On ne peut même pas commencer le travail parce que la personne a vraiment besoin d'être rassurée et a plein de questions à poser sur l'ARMO, sur mon parcours. Enfin, voilà. Ça c'est, bon, pour moi, c'est un défi parce que c'est pas ma partie préférée de l'accompagnement. Mais ça, c'est quelque chose qui se produit souvent. Et puis après, le grand défi, c'est quand même la partie répétition. Mm. Ouais. Parce qu'il y a des personnes pour qui c'est très difficile, le côté imprévisible. Mm. On ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, surtout quand elles ne sentent pas dans leur corps ce qui se passe. Là, c'est vraiment le flou total, quoi. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de leur dire, ben, on va faire une pause dans 2 minutes. Voilà, je mets le chrono et dans 2 minutes, on fait le point pour voir où ça en est. Puis encore 2 minutes et ainsi de suite. Comme ça, elles ont des repères. Ah ouais, ah oui. Mm. Ah, c'est intéressant ça. Mm. Parce que Ok. sinon, ça peut être vraiment très anxiogène hein, de répéter comme ça Pour savoir ouais, combien de temps ça va sans- durer en fait. ouais. Mm. Ah oui, puisqu'il y a un problème de poser les limites, donc Mm, forcément, ça va aussi dans la limite du temps, quoi. mm. Poser les limites dans le temps. Ok, je note. Mm. Et du coup, Sam, quel message du coup t'aimerais nous faire passer là
nous qui sommes praticiens en harmonisation globale voilà, on est susceptible voilà, d'accueillir ce type de population. Ce serait quoi les conseils, les messages que tu aimerais nous faire passer pour que nos accompagnements ils soient vraiment sécures? Alors, le message, ça serait de prendre les devants, en fait, de ne pas attendre que la personne exprime spontanément ses besoins, ses limites, mais d'être déjà dans l'attention à tout ce qui peut être perceptible, parce qu'on le voit quand une personne n'est pas à l'aise ou quand il y a quelque chose qui va pas. Et donc, c'est plutôt que de dire bah, qu'est-ce qui va pas, plutôt essayer voilà, est-ce qu'il y a trop de bruit? Est-ce qu'il y a trop de lumière? Est-ce que je manque de clarté quand je parle? Enfin voilà, d'essayer d'être dans je sais pas comment dire ça, d'être prévenant, je dirais. Hum, hum. Voilà. Ouais, et toujours, donc, comme tu disais tout à l'heure, avec des questions fermées, avec des réponses oui, non, pour pas Ouais. surcharger, encore une fois. Donc, c'est à ça qu'on doit être vigilant aussi, de pas surcharger le mental de la Ouais. personne avec trop d'informations. C'est ça, et puis garder à l'esprit que pour la personne, c'est compliqué, enfin ça peut être compliqué d'avoir accès à ce qui se passe en elle. Mm, Parfois, l'accès, il peut être un peu décalé en fait dans le temps, surtout dans une situation sociale où il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de stimulation. Je vais te donner un exemple qui est de ma vie personnelle, mais pas en consultation. Tu vois, ça m'arrive régulièrement d'être dans une interaction avec une personne, et puis ça se termine, et en fait, je me rends compte que mais je suis super mal, quoi. Et je m'en étais pas rendu compte parce que il y avait trop d'infos à gérer en même temps, et je pouvais pas sentir en même temps ce qui se passait en moi. mm, Donc souvent, ces ressentis-là, on va les obtenir un peu en différé, quoi, après coup. mm. Donc ça peut être aussi de de poser la question à la personne et de lui dire, enfin, je parle plus pendant quelques secondes ou quelques minutes s'il faut, et je te laisse ressentir ce qui se passe, faire monter les informations jusqu'à ton cerveau, en fait. Oui, et oui. Mm. Ah, c'est super intéressant tout ça. Mm. Je note, hein. Bien. Bon, bah, c'est passionnant tout ça, Sam, hein. Heureusement que tu nous donnes tous ces précieux conseils parce que, tu vois, moi, si je reprends le cas de la petite jeune que j'ai accompagnée, juste avant elle, j'avais une cliente bah, qui était assez odorante. Et du coup, j'avais eu beau aérer, mais j'ai voulu parfaire en fait l'atmosphère dans le cabinet. Et j'ai un petit diffuseur d'huile essentielle. Et du coup, c'était peut-être pas forcément la bonne stratégie à mettre en place avant d'accueillir la jeune fille, en fait. Pas forcément, enfin ça dépend, mais dans le doute, voilà, vaut mieux avoir une odeur neutre. Après, les personnes autistes peuvent aussi avoir, comme je disais au début, des hyposensibilités et donc besoin que certains sens soient très stimulés. Mais bon, dans le doute, de toute façon, c'est plus simple voilà, d'essayer d'être sur quelque chose de neutre. Une autre. Mm. Surtout que tu ne peux pas savoir quelle odeur elle aime. Enfin, Oui, bah oui, oui, oui. Mm. Bien. Ben merci Sam, hein, vraiment pour toutes ces précieuses informations. Je trouve ça super passionnant. Euh, merci. que je te propose, c'est de laisser un petit peu la place à nos auditeurs. Et si voilà, vous voulez rallumer vos micros et puis poser quelques questions à Sam, eh ben, écoutez, on vous offre un petit espace pour le faire. Alors, qui veut prendre la parole? Allez, osez déverrouiller vos micros, osez poser vos questions, c'est le moment. Ne nous laissez pas dans le silence. Non, personne n'a des questions? Tout était suffisamment clair? Bon, bah écoute, je vois les signes de tête qui me font oui, donc Christiane, Oui, t'as- je dis que c'est vraiment un beau témoignage, ce que vous nous présentez là, Sam.
de se dire que même en étant neuroatypique, ben, on peut apporter des outils développés pour le standard, pour le typique, et les adapter, et que ça, c'est vraiment possible. Ça, c'est vraiment grandiose. J'aimerais bien, moi, pouvoir montrer cette vidéo à certains de mes patients qui, je pense, respireraient davantage. En tout cas, je vais m'imprégner vraiment de ce que vous avez apporté pour pour, pour adapter encore davantage. Euh, et puis je vais regarder de plus près ces histoires d'âmes hybrides. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que je suis un être humain. Parfois, ça lâchait. Je suis une être humaine. Et du coup, je faisais répéter, je suis une être humaine, je suis une être humaine. Et après, il y avait vraiment beaucoup de décrispation et de tranquillité. Mm. Mm. Mhm. Oui, il y a beaucoup de travail à faire souvent sur la thématique de l'incarnation. Voilà, de accepter d'être dans ce corps, accepter d'être sur cette terre, tout ça, c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Ouais, Mhm. oui. Tout à fait. Merci. Au sujet Merci. de la mission d'âme, c'est vrai qu'on peut se poser la question, quelle est la mission de cette âme qui vient s'incarner avec ce profil spécifique, quoi, en fait, hein. Qu'est-ce qu'elle vient chercher, en fait, hein. Mm. Et du coup, Géraldine, cette vidéo pourrait être diffusée Oui, à d'autres que les praticiens en armo? oui, oui, on a demandé à Sam, j'ai demandé à Sam tout à l'heure avant de commencer la conférence, il est d'accord pour qu'on diffuse la formation, la conférence. Donc, je vais juste la donner à mon collaborateur qui va la reformater pour qu'elle soit enfin, dans des standards de diffusion. Et puis après, je vous ferai passer un mot sur le groupe, sur mon groupe Mhm. où on pourra, où je vous dirai, ben voilà, le replay, il est disponible à tel endroit, hein. Et puis comme ça, parce qu'on va mettre on va mettre la conférence sur notre chaîne YouTube de INSEM, et comme ça, elle sera accessible au plus grand nombre, hein. Parce que D'accord. comme ça, nous l'a dit au début, il a vraiment à cœur que voilà, ce cadre spécifique soit connu au plus grand nombre. Donc, bah, justement, si cette vidéo, elle peut participer à ce que les thérapeutes qui accompagnent ces profils puissent mettre ce cadre sécure pour les accompagner, bah, tant mieux. C'est tant mieux, hein. Si on peut participer à tout ça, bah oui, ok, on y va, hein. Il n'y a pas de question à se poser, hein, bien évidemment, hein. J'ai une interrogation, moi, à poser à Sam, si c'est possible. J'ai reçu un autiste de 18 ans et je dirais étouffé par sa maman et qui n'a pas voulu que je le reçoive tout seul. Et donc, j'ai pas pu faire grand-chose. Elle m'avait contactée parce que je fais de la ionisation par bain de pied et elle avait lu que pour les autistes, ça pouvait les aider, les calmer. Et donc, moi, comme toi, la première séance, j'ai voulu plus poser les cadres, demander si je pouvais le toucher. Il s'est allongé, après il s'est levé. Enfin, moi, je lui avais laissé beaucoup de liberté, et ça s'est bien passé avec lui. Le contact s'est bien passé, mais plusieurs fois, il regardait sa maman et je suis pas vraiment entrée en communication avec lui, alors que je pense qu'il avait des choses à me dire. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais revu, la maman ne l'a pas ramené. Donc, on vient de parler d'incarnation, mais tu n'as pas du tout parlé du rôle des parents dans ces jeunes Parce que d'après la maman, il était né, entre guillemets, elle avait rien remarqué avant l'âge de 3 ans. Alors, est-ce qu'on peut D'accord. basculer à un moment donné ou ça, c'est une question qui me reste. Alors, en fait, comme on est sur une question de traitement de l'information par le cerveau, Ouais. si tu veux, tant qu'on n'est pas trop exposé à des déclencheurs, ou alors qu'on est encore suffisamment peu exposé, on va dire, pour s'adapter,
ça peut Ouais, rester, on compense en quelque sorte. Donc, ça peut rester masqué, d'accord. même très longtemps, hein. Certains autistes réalisent qu'ils sont autistes même à 50 ans, hein, après un Ok. burn-out autistique, parce que toute leur vie, ils ont réussi à compenser. Ils étaient fatigués, mais ils arrivaient quand même à gérer et jusqu'à ce que ça soit plus possible. Donc ça, c'est tout à fait possible. Moi, dans mes séances, j'ai pas du tout cette thématique de relation avec les parents qui ressort. C'est pas quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas. Mais ce que je suggérerais, tu vois, ça serait peut-être de voir s'il n'y a pas un bail à faire avec la maman spécifiquement. Après, il faut qu'elle soit réceptive, mais Ah, elle l'a refusé, je lui ai elle a proposé. refusé. Je lui Ouais, ai proposé de la recevoir toute seule et que la prochaine fois, si elle revenait, ce soit le papa qui l'amène ou les deux. Enfin, j'ai demandé à voir la structure familiale et ouais, j'ai senti que ça bloquait. ouais. Dans ce cas-là, tant que c'est pas l'enfant qui décide de demander à sa mère de pas venir avec lui, ça me paraît un peu compliqué. Hein, on est d'accord. On est Donc, d'accord? Ouais, ouais. je me suis arrêtée là et avec un sentiment de frustration, bien sûr. Ouais, je comprends. Juste, Sam, j'aimerais que tu nous as donné un pourcentage en tout début de conférence. Je ne l'ai pas noté. Est-ce que tu peux me redonner l'information, s'il te plaît? Ouais, une personne sur 36. Ah oui, c'est énorme, hein. Je pensais pas, hein, vraiment, On hein. dit une personne sur 36, étant précisé que les dernières études montrent qu'avec le Covid, il y a de plus en plus d'enfants autistes. Ah oui, Et ça, c'est dans la dernière newsletter du docteur Dogna. Et donc, il en parle, hein, même aux États-Unis, ils en parlent de plus en plus. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à vérifier avec le virus Epstein-Barr et de voir si ça lâche aussi à ce niveau-là. Ou est-ce qu'ils sont autistes diagnostiqués avant Covid? Parce qu'il y aura des choses à vérifier, moi, je pense maintenant par rapport à ça. d'accord. Ok. Ah, bah, tu vois, je savais pas ça non plus. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine la conférence? Oui, euh, Vas-y. justement, à propos de cette période Covid, moi, ce que j'ai remarqué ces dernières années, j'ai reçu beaucoup de petits qui avaient été exposés aux écrans très tôt, avec un comportement du coup de retrait, une difficulté au changement, une hypersensibilité. Euh, et donc là, je pense que ça contribue quand même, mais peut-être que voilà, les écrans avec le jeu répétitif, c'est peut-être aussi un moyen de contrôler et de gérer un certain nombre de choses. Et peut-être qu'il y a une appétence plus grande puisque il y a moins de risques d'avoir des interactions. C'est plus explicite. Enfin, voilà. Mais c'était des petits hein, exposés aux écrans dans les premiers mois. Je les ai rencontrés à 3 4 ans. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'observation aussi. Alors, bah, moi, les écrans, je les vois comme un facteur de surcharge sensorielle. Pour moi, c'est de la lumière quand même qui a besoin d'être, enfin, qui est une source d'information importante sur le plan sensoriel et qui a besoin d'être filtrée, d'être traitée par le cerveau. Donc, c'est très stimulant les écrans, hein. C'est sûr. C'est Très sûr, stimulant. ça envoie énormément d'informations, hein. Ouais. Après, sur l'aspect jeu, les personnes autistes ont des moyens très variables selon chaque individu de, comment dire, de régler, voilà, de trouver des moyens de s'apaiser, etc. Et donc, il y a parfois des comportements qui pourraient sembler problématiques pour une personne neurotypique et qui, en fait, pour une personne autiste, est un comportement sain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, je pense. J'ai un exemple tout bête, par exemple, la consommation de café. On dit souvent que ça peut être mauvais de boire trop de café dans la journée. Voilà, bah, il y a des personnes autistes pour qui le café, c'est un moyen de se calmer, par exemple. Ah oui. Mm, mm, mm. Et Oh, dans ce cas-là, enfin, c'est pas du tout une bonne idée de les priver de ça parce que c'est un besoin, en fait. mm, mm. Ouais, donc en fait, faut vraiment questionner.
les besoins de la personne pour pouvoir y répondre, en fait, hein. Mm. Ouais. Pas partir avec des idées préconçues Oui, sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est bon, ce qui est pas bon. c'est ça. Mm, mm. Bien, bah merci Samuel, hein. Sam, hein. Moi, Sam. j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. J'ai appris énormément de choses. J'espère que c'est la même chose pour vous. En tous les cas, comme je vous l'ai dit en début, donc la conférence, on va la mettre en replay, hein, parce que normalement, il y avait pas mal de personnes qui s'étaient inscrites à la conférence. Bah, après, on sait que pendant le temps de midi, pour certains, ça peut être compliqué. Donc, vous aurez le plaisir de retrouver Sam sur le replay. Voilà, et encore une Merci. fois, je vous l'annonce, hein, si vous avez envie de participer aussi à une conférence, comme ça, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis, on voit un peu sur quel thème vous pourriez intervenir, hein, parce que je sais que vous avez d'autres, tous des pratiques annexes à l'harmonisation globale. Donc, si vous voulez en parler, hein, vos pratiques annexes avec l'harmo, en faisant le lien, bah, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un petit mail et puis on se cale une date et puis on fait une petite conférence. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Sam, hein. Vraiment, merci de nous Merci à toi. de nous avoir donné du temps aussi pour cet exercice qui est, je sais, qui n'est pas toujours facile, hein. C'est un petit peu stressant, mais tu t'en es très bien tiré. Donc, merci infiniment. Et puis aux autres, eh ben, enfin à tout le monde, hein, même, je vous souhaite une belle fin de journée. Marie-Christine, une belle promenade parce que je vois que tu navigues entre les champs et la forêt. Bel après-midi à vous tous et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Sam, je t'appelle sur ton WhatsApp Ok, à tout de suite. tout de suite.